Senatus Universitatis Domini Claustrales considiti atque operite capita. En nombre de la Universidad de Valladolid, doy a todos ustedes la bienvenida a este solemne acto académico en el cual va a ser investida doctora honoris causa la excelentísima señora doctora Michelle Aymar. Consensus incipit. Vira secretis consultum leget quo dominam Michelle Aymar honoris causa doctorem creare proponitur. El Consejo de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2004, acordó, a propuesta de la Facultad de Medicina, nombrar doctora honoris causa a la excelentísima señora doña Michelle Aymar, y para que conste y a los efectos oportunos, extiendo la presente visada por el magnífico y excelentísimo señor rector y sellada con el sello de esta universidad en Valladolid a 22 de octubre de 2004. Illustrissime decani et vira secretis ite acersitum candidatam. Venia datur dicendi patrono doctori Antonio Rodríguez Torres. Magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad de Valladolid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del claustro universitario, profesores de otras universidades, estudiantes, amigas y amigos, señoras y señores. Tengo el gran honor, la seria responsabilidad y el íntimo placer de presentar a la comunidad universitaria a la profesora Michelle Aymar, de la Universidad Claude Bernard de Lyon. Destacar sus méritos de excelencia para formar parte del claustro de nuestra universidad y, en definitiva, pronunciar la laudatio que exige nuestro reglamento. Nada me será más grato. Permítanme que dirija a la profesora Aymar unas palabras afectuosas en la lengua de Molière a modo de salutación y acogida. Cher Michel, c'est avec plaisir que je tiens à te souhaiter, avec la plus grande affection et chaleur possible, la bienvenue à l'Université de Valladolid. Je suis sûr que toi et ta famille
parmi laquelle je vois ta mère dévouée et généreuse, serait heureux parmi nous. Te voilà aujourd'hui en tournée d'amis, tandis que notre longue amitié reprend vigueur après tant d'années. Du haut de ce siècle d'histoire, cette ancienne et prestigieuse université t'accueille au Saint-Saint pour transmettre le savoir et exercer la noble mission du profesor. El objetivo fundamental de mi exposición debe ser destacar los méritos académicos y científicos de la profesora Aymar, pero las contribuciones sobresalientes de nuestra invitada han sido ya evaluadas a través de los órganos colegiados de nuestra universidad en el largo proceso que conduce a la aceptación de nuestra nueva honoris causa. Siempre he pensado que un profesor o una persona, además de sus méritos curriculares, presenta una trayectoria social y vital y que sus cualidades humanas son primordiales. La historia natural también existe entre nosotros, entre las personas, y la evolución y el desarrollo personal responde a nuestras virtudes del alma. Intento tener el atrevimiento de bucear en las condiciones personales de la profesora Aymar, que le han conducido a ser una personalidad europea ampliamente reconocida en virología clínica. Para esta audacia tengo solo una única justificación: mi amistad hacia ella, que se cimentó en un periodo de varios años en la Universidad de Lyon, cuando ambos perseguíamos un lugar al sol de la ciencia. El periodo que va entre 1965 y 1970 fue una etapa creativa de la sociedad occidental, enmarcada por la búsqueda de la libertad individual y colectiva. Años de ilusión, con manifestaciones culturales muy sobresalientes y de cierto dramatismo que culminaron con los acontecimientos polares en 1968, es decir, el Mayo francés y la Primavera de Praga. Entre nosotros, en la universidad, existe la percepción de que la medicina y los médicos estamos muy inclinados al humanismo. Esta impresión, sea o no real, me impulsa a destacar al final de mi exposición los aspectos culturales y sociales que yo conozco de la profesora Aymar. En los momentos actuales se considera que la microbiología está en lo más alto de la agenda de las ciencias de la vida. Y yo añado principalmente de la virología. La profesora Aymar se ha dedicado siempre a la virología médica y clínica, parte de la microbiología poco desarrollada en los años 60 y que en el momento actual, como he señalado ya, vive una explosión científica y espectacular por muy diversas razones. En mi opinión, es destacable que la profesora Aymar adquirió también profundos conocimientos en varias disciplinas distintas de la microbiología, pero que mantienen afinidades doctrinales y que tienen objetivos comunes con la virología. Sus conocimientos, su aptitud y su actitud con la hematología, la inmunología, la bioquímica, la biología y genética molecular y la parasitología, le han permitido introducir desarrollos científicos y tecnológicos en diversos campos de la virología fundamental y de la virología médica. La profesora Aymar realizó su doctorado sobre las infecciones producidas por los adenovirus
en 1961. Con ello, eligió ya entonces la línea de investigación curricular más importante a que se ha consagrado, las infecciones respiratorias agudas. En 1970 consiguió su nombramiento como profesor agregado y en 1980 la condición de catedrático de la Facultad de Medicina de Lyon. Ha impartido, por consiguiente, enseñanza pregraduada y posgraduada en medicina, en farmacia y en biología, incluyendo también el doctorado francés en ciencias de Estado. La profesora Aymar ha realizado y dirigido una gran labor asistencial en los hospitales de Lyon, sobre todo para el diagnóstico de las infecciones víricas. Por consiguiente, conoce todas las vertientes de la virología. Sin embargo, su investigación científica se ha centrado en 3 líneas que, por cierto, incluyen aspectos muy amplios. En primer lugar, los virus gripales e infecciones víricas respiratorias agudas. En segundo lugar, los enterovirus, virus poliomielíticos y virus de la hepatitis A. Y finalmente, en tercer lugar, las infecciones por herpes virus y la resistencia a los antivíricos. En el estudio de estas 3 líneas de investigación, desarrolló e innovó ha visto reconocido su trabajo con la consideración de sus laboratorios como laboratorios de referencia europea y francesa. Concretamente, son centros dirigidos por ella: el Centro de la Organización Mundial de la Salud de Investigación sobre los Virus, el Centro Nacional de Referencia de la Gripe en el territorio Francia Sur y el Centro Nacional de Referencia para los enterovirus y virus de la hepatitis A. También quisiera destacar que su clara orientación médica le ha llevado a la búsqueda de informaciones detalladas en salud pública, organizando redes de vigilancia epidemiológica y clínica, aunando los esfuerzos de muchos laboratorios, centros e institutos franceses e internacionales, y concretamente redes de observación de la gripe, esquema de vigilancia europea de la gripe en el 96, el grupo de enterovírus franceses en 1996, la red de vigilancia de los enterovirus el 2000 y la red de vigilancia de susceptibilidad de los virus a los antivíricos desde 1986. La profesora Aymar ha publicado más de 200 artículos científicos en las más prestigiosas revistas internacionales y ha presentado múltiples ponencias invitadas en diferentes foros científicos, incluidos 3 en congresos nacionales españoles. Como experta de la Organización Mundial de la Salud, en particular sobre los virus gripales, ha participado en la elaboración de gran número de informes de la Organización Mundial de la Salud. Recientemente, la directora de la Organización Mundial de la Salud le ha ofrecido un merecido homenaje por su trayectoria en el estudio de la gripe. Sus trabajos sobre los virus gripales son, sin duda, los más conocidos. Precisamente, la profesora Aymar ha elegido al virus gripal como un modelo para exponer los principios de la evolución espectacular de la virología en los últimos años. En el estudio de los virus gripales, científicamente conocidos como géneros influenza A e influenza B, es el terreno en el que se entrelazan los intereses investigadores de la profesora Aymar y de nuestro grupo de Valladolid. Ya con su dirección, los profesores de nuestro departamento, Raúl Ortiz del Jarazu y José María Eiros, realizaron diversas estancias de estudio para técnicas fundamentales y para el diagnóstico en virología. La opinión pública tiene un interés difuso, pero expectante, por las noticias que se reiteran continuamente sobre la gripe.
probablemente por el pozo ancestral de la gran pandemia gripal de 1918, el conflicto sanitario más serio que ha conocido la humanidad, con 50 millones de fallecimientos. Es la llamada gripe española del 18, denominación que es mundialmente aceptada, aunque realmente sea errónea. Al estudiar la infección gripal, la profesora Aymar y también nuestro Grupo Nacional de la Gripe de Valladolid hemos contemplado la evolución de la virología, y la virología médica concretamente. La última auténtica pandemia humana de Hong Kong en 1968, la gripe de origen porcino de 1976 en Estados Unidos, la reaparición del subtipo H1N1 en Rusia en 1977, la aparición de cepas de alta patogenicidad para las aves a partir de 1975, la gripe aviar en los humanos en 1997 en Hong Kong y en el año 2003 y 2004 en el sudeste asiático. No es raro, por consiguiente, que la gripe interese a la sociedad y que despierte alarma. Después de 40 años de estudio del virus gripal, nos parece un agente biológico apasionante y fascinante. Las contribuciones de la profesora Aymar, que han tenido más repercusión por citación e impacto, han sido muchas, pero en mi opinión, una veintena de artículos son particularmente magníficos. Como no puedo citar en esta exposición oral esas publicaciones, destacaré 3 desarrollos concretos. La detección y cuantificación de las proyecciones glicoproteicas del virus gripal A, hemalutinina y neuraminidasa, que son documentos de referencia internacional. Los estudios de variabilidad genética de los virus porcinos, equinos y aviares. El estudio de la epidemiología y antigenicidad comparada con los virus gripales humanos. Y la introducción de métodos de biología y genética molecular para el diagnóstico de los enterovirus, poliovirus y herpesvirus. Por su trayectoria académica y científica, la profesora Aymar ha sido galardonada con las palmas académicas, nombrada Chevalier de la Orden del Mérito francés y homenajeada por la Organización Mundial de la Salud. Ha realizado como experta misiones científicas en Iberoamérica, Magreb, Oriente Medio y China. Con esta breve semblanza hemos analizado la búsqueda de la verdad científica realizada por la nueva doctora. Si atendemos a los ideales personales programados por Einstein, además de la verdad deberíamos considerar la bondad o el bien y la belleza. Algunos pensadores, incluso Platón, creen que estos ideales en el fondo son los mismos. Como ya anuncié, deseo terminar mi laudatio hablando de las cualidades y calidades personales de Michel Aymar. Es persona sensible y muy generosa, de conversación interesante y con curiosidad universal hacia los temas cultos. Aficionado a la música clásica, no me atrevo a llamarla melómana, incluida la ópera, en particular sobre la ópera italiana. Lectora impenitente que se interesa por campos diversos de la literatura, los clásicos franceses, por supuesto, y deudora, por consiguiente, de las magníficas ediciones de la Playet. Lectora de poetas y autores de ficción españoles, incluso actuales, y desde hace años a los autores griegos y latinos. Se ha afirmado que la vanguardia consiste ahora en redescubrir a los clásicos. Su afición, que siempre me ha dado una sana envidia,
es su colección de beaux livres de ediciones de Bibliófilo. Estoy convencido que Michel Aymar ha meditado muchas veces los verbos y los versos de Georges Brassens. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Debe estar feliz. No se ha alejado de su árbol, siempre ha estado al lado de la belleza, del bien y de la verdad. Creo que Michel Aymar ha encontrado el sentido de la vida que buscaba Saint-Exupéry. Por sus méritos académicos y científicos expuestos, is de causa peto gradum doctoris honoris causa dominae Michel Aymar. Nunc clarissima domina Michel Aymar, cuius universitatis honoris causa doctoris lauream concedamus. Adest. Ab Universitatis Vallisolitanae conventu, medicinae facultate postulante, pro egregi studiis meritis honoris causa doctor creata es. Auctoritate mihi concessa gradum doctoris Universitatis Studii Vallisolitani tibi confero. Patronus insignia doctoris tibi induet et eorum uim enarrabit. Accipe primum in capite pileum laureatum signum coronae et excellantiae doctoralis dignitatis. Accipe deinde annulum aureum symbolum tua desponsationes et discretionis et perpetue conductionis cum scintio cui nova professor efficeris. Sede etiam et nova doctor in hoc trono cui tibi signum sit autorates cua secula in cathedrae publicae doceres de veras. Accipe et librum scientiae ut intellegas quod studere et legere et profitere de veras. Accipe delique albas manica, quibus mundities manibus seruenda significatum simunque tuae dignitates honestas ostendatur. Venia datur loquendi, domina Michel Aymar, ut orationem faciat uius claustri in eundi gratia.
Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del claustro universitario, señoras y señores. Para un universitario es un gran honor el reconocimiento por parte de sus iguales. Este honor es todavía más importante cuando proviene de España, país de tradición y cultura espléndidas y antiguas. Esta cultura continúa viva y pujante en muchas partes del mundo y sobre todo en América y Europa. Desde el siglo XV, la Universidad de Valladolid ha contribuido al pensamiento de los hombres y al desarrollo del humanismo y de todas las ciencias. Por ello, quisiera expresar mi agradecimiento a los órganos colegiados y al señor rector al honrarme para incorporarme a su comunidad universitaria. En el campo de la microbiología, ya desde los años 70, Valladolid y Lyon establecieron y desarrollaron colaboraciones fructíferas y amistosas. El profesor Antonio Rodríguez Torres vivió con nosotros el nacimiento de la virología científica y posteriormente los profesores Raúl Ortiz de Lejarazu y José María Eros. Siguieron nuestras contribuciones juntas. Nosotros y el grupo de Valladolid hemos vivido la evolución de la virología. Debo reconocer, con pesar, que mi desconocimiento de la lengua española me impide hacer mi exposición en español. Por ello, continuaré mi disertación en francés sobre la evolution de la virologie médicale. Au cours des dernières décennies, nous avons vu la virologie médicale passer de la description de la maladie et de l'observation des épidémies à la caractérisation du virus de la grippe espagnole et à la synthèse in vitro dans des cultures de cellules de virus infectieux à partir de leur équipement génétique. On sait maintenant avec une certaine facilité synthétiser directement à partir de leur génome des particules virales pathogènes. On sait également créer des virus chimériques par association de gènes d'origine humaine et animale. Tous ces virus sont, comme les virus naturels, des éléments vivants car ils se multiplient et représentent un risque important pour l'espèce humaine et les animaux. Ce risque justifie la création de laboratoires de haute sécurité. On ne peut donc que souhaiter voir ce nouveau pouvoir des chercheurs contenu par une éthique rigoureuse. Par sa fréquence, sa gravité, ses manifestations épidémiques et pandémiques, la grippe et ses virus ont fait l'objet d'études approfondies qui ont nécessité concepts et outils dont les applications à d'autres virus et maladies virales ont été fréquentes et fructueuses. Au XXe siècle, sont survenues trois pandémies de grippe. La grippe espagnole en 1918-1920, l'asiatique en 57-58 et Hong Kong en 68-69, auxquelles se sont ajoutées de multiples épidémies. La grippe se présentait comme une fièvre de début brutal, accompagnée de toux et de signes généraux de type frisson, courbatures et sueur, survenant sur un mode épidémique explosif. Les caricatures de Daumier vous en donnent un aperçu. Les événements épidémiques impressionnants ont largement mobilisé les scientifiques et les médecins, et la grippe a été la maladie la plus étudiée jusqu'à l'apparition du sida. Elle a été à l'origine aussi de l'organisation d'un réseau international de surveillance sous la direction de l'Organisation mondiale de la santé.
Les virus grippaux avaient été isolés chez les animaux, oiseaux et porcs, au cours d'épidémies dévastatrices d'infections respiratoires aiguës entre 1920 et 1930. Le virus grippal humain n'a été isolé qu'en 1933, ouvrant l'ère virologique de la grippe grâce aux possibilités de culture et d'identification. L'étude comparative des épidémies et pandémies grippales a été rapportée par les historiens et synthétisée par Beveridge en 1991, et on peut y faire un certain nombre de remarques. Premièrement, le début des pandémies peut survenir en toute saison, ce qui implique une surveillance permanente de la grippe. Les premiers cas peuvent apparaître n'importe où, ce qui fait que la Chine n'est pas le seul pays d'origine des pandémies. La surveillance doit donc être globale. La durée de la diffusion est variable et la majorité des pandémies se développent en 2 vagues, la deuxième étant beaucoup plus sévère et beaucoup plus rapide que la première. Et c'est vis-à-vis de cette deuxième vague qu'on essaye de se préparer, parce qu'on a peu de chances d'être prêt pour la première. Les taux d'attaque sont variables, mais atteignent jusqu'à 50% de la population, le plus souvent chez l'adulte jeune, avec une morbidité variant de 20 à 40% et une mortalité de 1 pour 10 000 à 1 à 2%. Les pandémies sont à ce jour dues chez l'homme à 3 sortes de virus, le H2, H3 et H1, qui ont été recyclés dans un intervalle de temps d'environ 60 à 70 ans, avec réapparition d'une nouvelle pandémie. Cependant, déjà sur ce schéma, on peut voir que pour H1SW, c'est-à-dire la souche d'origine porcine H1, le virus est réapparu en 1976 dans les meilleures conditions pour faire une pandémie. La pandémie n'a pas eu lieu. L'étude des anciennes épidémies a pu se faire grâce à ce qu'on appelle la séroarchéologie, c'est-à-dire la recherche d'anticorps dans les sérums de sujets de différentes tranches d'âge, qui signifie que ces personnes ont été en contact avec des antigènes de ces virus précisément. C'est ce qu'on appelle le péché originel, d'où l'illustration de Luca Cranach que je vous ai mis ici pour votre intérêt. L'évolution et l'étude du virus grippal a beaucoup évolué lorsque l'on a pu disposer de techniques d'études, et on a amélioré beaucoup les choses lorsqu'on a disposé du furet, lorsqu'on s'est aperçu que le furet était capable de réaliser la même type de grippe que l'homme. Ça nous a évidemment beaucoup facilité les choses. Et la deuxième diagnostic, un peu trivial peut-être, il n'est pas là, qui nous a rendu service, c'est l'œuf de poule embryonné, que vous allez voir juste après. Et ce petit animal nous a rendu les plus grands services, c'est à partir de lui qu'on produit du virus en grande quantité, qu'on fait les vaccins, etc. Je reviens 30 secondes sur la diapositive précédente pour vous montrer que c'est seulement en 1933, c'est-à-dire 3 ans après la découverte du virus chez le porc, que l'on a découvert, Smith et collaborateurs ont découvert le virus humain en l'inoculant au furet. Alors, la première étape de l'étude du virus grippal est passée naturellement par sa visualisation au microscope électronique. Et pour vous montrer que le virus existe, je vous ai mis une reproduction de la microscopie électronique. On peut voir tout de suite que le virus est constitué alentour d'une enveloppe portant des spicules, qui sont des structures extrêmement utiles pour le pouvoir pathogène du virus et pour l'immunité. Et à l'intérieur, ce qu'on appelle un corps, qui en réalité contient l'acide nucléique et l'information génétique, et tout le système protéique nécessaire pour répliquer ou pour transcrire ce matériel génétique. Voilà un schéma un peu plus lisible de la structure du virus, et nous allons voir
le premier antigène de surface. Il a été examiné avec une technique qui a été mise au point d'ailleurs pour le virus grippal en cristallographie tridimensionnelle à des résolutions très faibles. Et on aperçoit ici que cette hémagglutinine est forme une espèce de bâtonnet constitué de 3 éléments simplifiés qui sont ici des monomères. Et l'intérêt de ces éléments, c'est qu'ils portent en haut le site de fixation sur les récepteurs, c'est-à-dire sur les cellules et la possibilité d'infecter, et en bas, ce qu'on appelle le peptide de fusion, qui permet au virus de rentrer dans la cellule et de l'infecter définitivement. Alors, je voudrais terminer par quelques réflexions sur le risque de pandémie. On ne peut pas avoir de pandémie s'il n'y a pas un nouveau virus, une immunité totalement absente de la population, au moins chez 80% de la population, et la transmission d'homme à homme. Et là, vous avez une photographie de la façon dont on transmet le plus efficacement la grippe et les virus respiratoires. C'est l'éternuement, la parole ou la toux. Et là, vous avez une photographie de l'éternuement. Dites-vous que chaque mini-particule contient là des millions de doses infectieuses de virus. C'est pour ça que c'est aussi diffusible et que les épidémies sont aussi spectaculaires. Mais si, tant qu'on n'a pas la transmission interhumaine, on ne peut pas avoir de pandémie. D'où viennent les virus? Ils peuvent être le recyclage des virus que nous avons vus sur une des toutes premières plaques, à savoir les H1, H2, H3, qui sont des virus humains qu'on connaît bien et dont on a dit que les pandémies ne peuvent être dues qu'à ces virus-là, ou bien ils peuvent être d'origine animale. Alors il y a les animaux domestiques, là vous avez une photo de Douaneau qui nous présente un petit garçon au milieu d'un petit troupeau de canards. Il est sûr que les canards et les enfants, c'est la meilleure solution pour avoir un bon départ de transmission. C'est d'ailleurs comme ça que se fait la transmission actuellement. Le deuxième grand réservoir des virus grippaux, ce sont les oiseaux migrateurs aquatiques. Et c'est autrement dit le canard colvert, ou canard malard. Je vous ai trouvé une jolie photo de canard pour vous distraire un peu. Mais on en trouve aussi beaucoup dans d'autres oiseaux migrateurs. Ici, vous avez des ternes en anglais, sternes en français. Et puis, il y a un autre type de réservoir pour lequel on se demande quel est exactement son rôle. On l'a beaucoup, je vous ai dit, on l'a impliqué dans l'origine de la pandémie de 1918, c'est le porc. Alors là, vous avez une photo d'un petit porc breton sous la surveillance d'un petit breton, et il est bien évident que là, l'animal peut se contaminer avec tout ce que les oiseaux ont laissé tomber sur les bords de plage et éventuellement être infecté et servir de point de départ à une pandémie. Mais ça marche d'autant mieux que le virus est transmis de la truie aux petits, et vous avez ici une truie suivie sagement par tous ces petits qui se contaminent évidemment extrêmement bien. Alors c'est très important parce que ce réservoir-là, en tout cas en Bretagne, où on a plus de 50% de l'élevage de porcs, les bébés vivent jusqu'à 6 à 7 mois à peu près, et ils sont tous sacrifiés à 6-7 mois pour faire de la charcuterie. Donc il y a un taux de multiplication du virus sur les enfants, les bébés porcs, qui est extrêmement important. Alors, on se rend bien compte que s'il arrive une pandémie, on va avoir quelques problèmes. Et l'OMS a beaucoup insisté sur le fait qu'il faudrait peut-être quand même essayer d'établir des plans. Alors, quelques personnes ont établi des plans, mais on s'est rendu très très vite compte que même si on fait des plans avec quelques personnes des ministères, ça reste dans un tiroir. Donc, pour essayer de stimuler l'intérêt des politiques, comme vous le voyez, l'OMS et Nancy Cox, dans le cas particulier, ont écrit ceci: l'impact d'une pandémie de grippe est probablement bien plus importante, de plusieurs ordres de grandeur, que le bioterrorisme. Donc on voit évoluer la virologie médicale vers la crainte du bioterrorisme, et
la préparation de la réponse à une grippe pandémique et les événements de bioterrorisme requièrent le même type de collaboration importante entre santé publique et toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans. Et puis, dernier argument, si on s'entraîne à faire un plan bioterrorisme pour la grippe, on aura répondu au problème de pandémie. On n'y est pas encore. Pour l'OMS, en effet, la réponse est nuancée en fonction de la phase à laquelle d'étiquetage de la pandémie, de la phase 0 où il ne se passe rien, c'est-à-dire maintenant, et aux phases 2, dans lequel on a pour les grippes aviaires actuelles, dans lequel on a une infection immune vérifiée. Et lorsqu'on regarde où on en est, eh bien, on s'aperçoit que, toujours résumé par Nancy Cox, le monde reste encore très mal préparé. Il y a peut-être, comme elle dit, une poignée de personnes de contrées qui ont préparé des plans pour essayer d'intervenir contre la pandémie. Et on se demande si, à côté de toute cette science qui nous laisse un peu rêveur, parce qu'on se demande si vraiment, avec toute cette science, on va arriver à être efficace contre la future pandémie dans des délais convenables, on se dit qu'il ne faut peut-être pas non plus oublier le recours que l'on avait anciennement à Dieu et ses saints, l'émission d'un vœu, et quand la peste, dans le cas particulier, la peste n'est pas venue jusqu'à la ville, et bien la construction d'une basilique. Il s'agit de la basilique de Fourvière. Je vous remercie de votre attention. Nunc veni et iusurandum presta quota te in accipiam in nomine universitatis. Ero Michel Aymar, Iuro honorem, reverentiam, commoda, libertatem, preeminentias, huius alme universitatis, poviribus quad vita mihi comes fuerit, procurare ac defendere. Idemque iuro curare, puis modo, publice vel occulte, honorem et utilitatem dicte universitatis, eiusdem doctorum magistrorum praesentium, absentium futurorum, ubique sive in hac universitate, sive quocumque alio loco permancero, in quacumque etiam dignitate et preeminentia posita. Ea omnia et singula omni studio et vigilantia ad implebo requisitaque favorem auxilium patrocinium consilium supradictis omnibus viribus impellum. Si ita feceris ad Deo premium reportes, sequesquero ab ipso flagiteris. Egregia Domina Michel Aymar, te admito et incorporo in collegium doctorum Academiae Vallisolitanae, cum omnibus honoribus et privilegius, quibus caeteri doctoris huius studi fruuntur, atque signo pacis amorisque, quibus scientia immunere fungit debeas, accipe nunc fraternum amplexum, quem rogo ut caeteris doctoribus presentibus huius claustri des.
Señor alcalde, Madame Aymar, comunidad universitaria, señoras, señores, con sumo gusto hago uso de la palabra para dar la bienvenida a nuestro claustro de doctores a la profesora Aymar y para felicitarla y felicitarnos por esta incorporación. El padrino, profesor Rodríguez Torres, y toda la Facultad de Medicina merecen también nuestra enhorabuena más cordial. Como cabe esperar en quien recibe el máximo galardón académico, la doctora Aymar tiene tras de sí una brillante y larga ejecutoria en la investigación y la docencia. Pero además, la nueva doctora honoris causa ha destacado por sus contribuciones clínicas. Me gustaría, si me lo permiten, compartir con ustedes algunas breves reflexiones sobre este aspecto. Desde los orígenes medievales de las universidades, los estudios de medicina han formado parte del núcleo esencial de nuestras instituciones. Tal vez de modo paradójico, las universidades, al tiempo que iban o íbamos incorporando más y más nuevos estudios, han encontrado crecientes obstáculos para conservar los de medicina en su antiguo lugar central. Las dificultades de gestión que a nuestras instituciones planteaba la existencia de los complejos hospitales universitarios, la singularidad del profesor con práctica clínica efectiva, figura esencial para la enseñanza de la medicina, y aún otros factores han ido obligando a que numerosos elementos, antaño parte consustancial de las universidades, hoy se hayan desprendido de ellas y se inserten en otros ámbitos. Ni los hospitales clínicos, ni la enseñanza de las especialidades, ni la enseñanza de posgrado forman ya parte de la Universidad Española. Creo del mayor interés que las diversas universidades llevemos a cabo el esfuerzo necesario para que nunca llegue el momento en que la enseñanza médica, por su especificidad, se desvincule del alma mater. Que la investidura de la doctora Aymar sirva de gesto para mostrar el respeto de esta centenaria casa por los estudios clínicos y quirúrgicos. He dicho. Consensus dimititur.